La radiodiffusion télévision française vous invite à écouter une émission de Madame Simone, L'art du comédien, propos et pratiques. Cette série est consacrée à l'étude des textes des poètes et prosateurs de l'époque romantique et post-romantique. Aujourd'hui, Gilbert Villon travaille La vie à Combourg, extrait des Mémoires d'outre-tombe de Chateaubriand. Mise en onde, Georges Godebert. Aujourd'hui, M. Gilbert Villon, que vous connaissez bien, qui a beaucoup travaillé avec nous, qui a joué merveilleusement Ruy Blas, va travailler La vie à Combourg, extrait des Mémoires d'outre-tombe de Chateaubriand. C'est vous dire qu'il a choisi un beau texte. Je suis sûre qu'il va le dire très bien. Alors je le laisse aller d'abord, et après je le tourmenterai un peu, pour la forme et pour le fond. 4 maîtres, mon père, ma mère, ma sœur et moi, habitaient le château de Combourg. Une cuisinière, une femme de chambre, 2 laquais et un cocher composaient tout le domestique. Un chien de chasse et 2 vieilles juments étaient retranchés dans un coin de l'écurie. Ces 12 êtres vivants disparaissaient dans un manoir où l'on aurait à peine aperçu 100 chevaliers, leurs dames, leurs écuyers, leurs varlets, les destriers et la meute du roi Dagobert. Le calme morne du château de Combourg était augmenté par l'humeur taciturne et insociable de mon père. Au lieu de resserrer sa famille et ses gens autour de lui, il les avait dispersés à toutes les aires de vent de l'édifice. Sa chambre à coucher était placée dans la petite tour de l'Est et son cabinet dans la petite tour de l'Ouest. Les meubles de ce cabinet consistaient en 3 chaises de cuir noir et une table couverte de titres et de parchemins. Un arbre généalogique de la famille des Chateaubriand tapissait le manteau de la cheminée, et dans l'embrasure d'une fenêtre, on voyait toutes sortes d'armes, depuis le pistolet jusqu'à l'espingole. L'appartement de ma mère régnait au-dessus de la grande salle, entre les 2 petites tours. Il était parqueté et orné de glaces de Venise à facettes. Ma sœur habitait un cabinet dépendant de l'appartement de ma mère. La femme de chambre couchait loin de là dans le corps de logis des grandes tours. Moi, j'étais niché dans une espèce de cellule isolée, au haut de la tourelle de l'escalier qui communiquait de la cour intérieure aux diverses parties du château. Au bas de cet escalier, le valet de chambre de mon père et le domestique gisaient dans des caveaux voûtés, et la cuisinière tenait garnison dans la grosse tour de l'Ouest. Mon père se levait à 4 heures du matin, hiver comme été. Il venait dans la cour intérieure appeler et éveiller son valet de chambre à l'entrée de l'escalier de la tourelle. On lui apportait un peu de café à 5 heures. Il travaillait ensuite dans son cabinet jusqu'à midi. Ma mère et ma sœur déjeunaient chacune dans leur chambre à 8 heures du matin. Je n'avais aucune heure fixe, ni pour me lever, ni pour déjeuner. J'étais censé étudier jusqu'à midi. La plupart du temps, je ne faisais rien. À 11h30, on sonnait le dîner que l'on servait à midi. La grande salle était à la fois salle à manger et salon. On dînait et l'on soupait à l'une de ses extrémités du côté de l'Est. Après les repas, on venait se placer à l'autre extrémité du côté de l'Ouest, devant une énorme cheminée. La grande salle était boisée, peinte en gris blanc, et ornée de vieux portraits depuis le règne de François Ier jusqu'à celui de Louis XIV. Parmi ces portraits, on distinguait ceux de Condé et de Turenne. Un tableau représentant Hector tué par Achille sous les murs de Troie était suspendu au-dessus de la cheminée. Le dîner fait, on restait ensemble jusqu'à 2 heures. Alors, si l'été, mon père prenait le divertissement de la pêche,
visiter ses potagers, se promener dans l'étendue du vol d'un chapon. Si l'automne et l'hiver, il partait pour la chasse. Ma mère se retirait dans la chapelle, où elle passait quelques heures en prière. Cette chapelle était un oratoire sombre, embelli de bons tableaux des plus grands maîtres qu'on ne s'attendait guère à trouver dans un château féodal au fond de la Bretagne. J'ai aujourd'hui en ma possession une sainte famille de l'Albane, peinte sur cuivre, tirée de cette chapelle. C'est tout ce qui me reste de Combourg. Mon père parti et ma mère en prière, Lucile s'enfermait dans sa chambre. Je regagnais ma cellule où j'allais courir les champs. À 8 heures, la cloche annonçait le souper. Après le souper, dans les beaux jours, on s'asseyait sur le perron. Mon père, armé de son fusil, tirait les chouettes qui sortaient des créneaux à l'entrée de la nuit. Ma mère, Lucile et moi, nous regardions le ciel, les bois, les derniers rayons du soleil, les premières étoiles. À 10 heures, on rentrait et l'on se couchait. Les soirées d'automne et d'hiver étaient d'une autre nature. Le souper fini et les 4 convives revenus de la table à la cheminée, ma mère se jetait en soupirant sur un vieux lit de jour de siamoise flambée. On mettait devant elle un guéridon et une bougie. Je m'asseyais auprès du feu avec Lucile. Les domestiques enlevaient le couvert et se retiraient. Mon père commençait alors une promenade qui ne cessait qu'à l'heure de son coucher. Il était vêtu d'une robe de ratine blanche, ou plutôt une espèce de manteau que je n'ai vu qu'à lui. Sa tête, demi-chauve, était couverte d'un grand bonnet blanc qui se tenait tout droit. Lorsqu'en se promenant il s'éloignait du foyer, la vaste salle était si peu éclairée par une seule bougie qu'on ne le voyait plus. On l'entendait seulement, encore, marcher dans les ténèbres. Puis il revenait lentement vers la lumière et émergeait peu à peu de l'obscurité, comme un spectre, avec sa robe blanche, son bonnet blanc, sa figure longue et pâle. Lucile et moi, nous échangions quelques mots à voix basse quand il était à l'autre bout de la salle. Nous nous taisions quand il se rapprochait de nous. Il nous disait en passant « De quoi parliez-vous » Saisis de terreur, nous ne répondions rien. Il continuait sa marche. Le reste de la soirée, l'oreille n'était plus frappée que du bruit mesuré de ses pas, des soupirs de ma mère et du murmure du vent. 10 heures sonnaient à l'horloge du château. Mon père s'arrêtait. Le même ressort qui avait soulevé le marteau de l'horloge semblait avoir suspendu ses pas. Il tirait sa montre, la montait, prenait un flambeau d'argent surmonté d'une grande bougie, entrait un moment dans la petite tour de l'ouest, puis revenait son flambeau à la main et s'avançait vers sa chambre à coucher dépendante de la petite tour de l'est. Lucile et moi, nous nous tenions sur son passage. Nous l'embrassions en lui souhaitant une bonne nuit. Il penchait vers nous sa joue sèche et creuse, sans nous répondre, continuait sa route et se retirait au fond de la tour dont nous entendions les portes se refermer sur lui. Le talisman était brisé. Ma mère, ma sœur et moi, transformés en statues par la présence de mon père, nous recouvrions les fonctions de la vie. Le premier effet de notre désenchantement se manifestait par un débordement de paroles. Si le silence nous avait opprimés, il nous le payait cher. Eh bien, voilà, n'est-ce pas, étant donné à quel point vous connaissez déjà très bien votre métier,
J'ai très peu de choses à vous dire. Ce que je vais vous faire remarquer simplement, c'est ce que j'ai souvent eu l'occasion de dire pour des textes qui étaient des textes dramatiques, alors que celui-là, à la vérité, n'en est pas un. N'est-ce pas? C'est une lecture que nous travaillons en ce moment. Alors je crois qu'il y aurait avantage à ce que vous participiez moins par le ton à ce qu'il y a de dramatique, enfin dramatique est un mot trop grand, mais de profondément mélancolique dans le morceau. C'est-à-dire que la lecture soit plus objective. Je trouve qu'elle est un peu subjective. Oui. Je crois que là, étant donné que, encore une fois, que c'est une lecture, il faut que vous soyez plus indépendant, il faut que vous soyez au-dessus de votre sujet. Oui. Tandis que la manière dont vous avez lu, vous êtes à l'intérieur du sujet. C'est-à-dire que vous le faites comme quelqu'un qui le jouerait. Oui. Je crois qu'il y a avantage à ne pas faire ça. Mais alors, une chose de métier, tout de suite, pas laisser tomber vos finales. Vous avez très bien relevé toujours le ton, après le point final, peut-être que vous aviez un sens arrêté, vous avez toujours très bien relevé le ton, vous savez admirablement faire ça, mais je crois qu'il y a avantage à ne pas laisser tomber les finales. Et en somme, à faire la lecture, je ne dirais pas d'une manière plus détachée, mais d'une manière plus objective. Oui. Et alors, d'un ton moins mélancolique et avec un petit peu plus de rapidité. Oui. Mais enfin, ce que je vous dis là, c'est extrêmement peu de choses. Et alors, à la vérité, ce qui serait surtout intéressant dans un morceau comme ça, ce serait d'en faire une exégèse littéraire. Parce que c'est tellement beau, les trouvailles de forme sont tellement étonnantes, n'est-ce pas? Et vous avez tout bien mis en valeur, en lumière, c'est très bien. Je vous dis, la seule chose que je vous demande, c'est ça. Oui. Je comprends très bien qu'on ne veuille pas introduire quelque chose de pétulant dans la lecture d'un morceau qui relate une vie tellement austère. C'est d'ailleurs un document extraordinaire. La famille Chateaubriand vivait comme ça, mais combien d'autres familles, c'est-à-dire la femme entre les prières et ses devoirs domestiques, les enfants dans une terreur des parents, et le père retiré de la vie politique ou de toute ambition, enfermé dans un cabinet de travail où il écrit des souvenirs. Combien d'autres familles ont vécu comme ça, non seulement en Bretagne, mais en Aquitaine, mais en Dordogne, mais dans toutes les provinces françaises. Alors, évidemment, ce récit est un récit extrêmement lourd par moments. Enfin, on sent peser tout de même cette vie. C'est ce que vous avez senti et que vous avez voulu traduire par le ton. Je crois qu'il y a avantage, je crois qu'il y a quelque chose de plus réellement artistique dans la façon de prendre de la distance. Oui. Je crois que si vous aviez à jouer le morceau, c'est-à-dire que si tout à coup on le dialoguait, que vous représentiez par exemple le personnage de Chateaubriand ou le personnage du père ou une femme le personnage de la mère, il faudrait évidemment prendre ce ton, parce qu'alors on est le personnage. Mais là, vous êtes le narrateur, comme on dit toujours en parlant du livre de Proust. Le narrateur étant le sujet, il faut prendre de la distance. Oui. Êtes-vous d'accord avec moi? Absolument. Moi, je crois. Vous n'avez jamais vu Combourg, et c'est très très intéressant, allez le voir, vous qui aimez ces textes. Vous verrez, parce qu'on retrouve tout. Alors, c'est un château énorme. Quand il dit qu'on pouvait y loger, en effet, 100 personnes, c'est parfaitement vrai. Alors, cette famille perdue là-dedans, ça devait accroître, évidemment, le sentiment d'angoisse qui a pesé sur l'enfance de Chateaubriand et de profonde mélancolie. Vous imaginez ce que c'était que ce château à grande tour, perdu dans cette extraordinaire campagne au milieu des bois, avec les gens, en effet, l'un à l'est, l'autre à l'ouest, se rencontrant à table avec une chandelle pour éclairer tout le monde. Je crois qu'il y a en somme 3, peut-être 4 même tons différents à trouver dans le morceau, avec de très très légères différences, la volonté étant toujours de rester objectif et de traduire d'une manière, je ne dirais pas lointaine, mais où tous les sentiments sont dominés. Alors, il y a d'abord une espèce de description topographique que vous faites alors d'un ton qui est beaucoup plus détaché. Il y a après l'énumération des devoirs et des occupations de la famille, où le ton est peut-être un peu moins détaché, mais encore où il n'y a pas de mélancolie. Et puis alors, il y a la profonde singularité de la promenade paternelle qui plongeait tout le monde dans une espèce de terreur jusqu'au moment où, délivré comme d'un enchantement, tout le monde se remettait à parler. Vous savez, comme les automates qu'on a arrêtés, et puis là, tout leur sort fonctionne, et puis on voit que ce sont des êtres vivants. Oui. Alors je crois qu'il sera très intéressant pour vous de le reprendre comme ça, en observant en somme 3 mouvements différents. Le premier qui est la description tout à fait objective, et je dirais presque indifférente, d'un état topographique. Ensuite, la description, évidemment, déjà un peu, je ne dirais pas plus émue, mais tout de même plus singulière, plus attachée à lui-même, de ce qui était l'occupation de ses parents et lui. Quand il dit, d'ailleurs, je ne faisais rien, comme vous avez remarqué. Et ensuite, la description, alors, de ce moment si singulier du dîner, d'après le dîner, où son père commence à se promener, disparaître dans l'ombre comme un fantôme, réapparaître. De quoi parliez-vous, etc.
et puis le bonsoir, et toute la famille qui recommence à vivre. Voulez-vous essayer de faire ça? 4 maîtres, mon père, ma mère, ma sœur et moi, habitaient le château de Combourg. Voilà. Et ce rythme-là est bien meilleur. Une cuisinière, une femme de chambre, 2 laquais et un cocher composaient tout le domestique. Un chien de chasse et 2 vieilles juments étaient retranchés dans un coin de l'écurie. Ces 12 êtres vivants disparaissaient dans un manoir où l'on aurait à peine aperçu 100 chevaliers, leurs dames, leurs écuyers, leurs varlets, les destriers et la meute du roi Dagobert. Très bien. Le calme morne du château de Combourg était augmenté par l'humeur taciturne et insociable de mon père. Bien, laissez pas tomber vos finales. De mon père. C'est ça, encore plus, de mon père. Soutenez bien. Le calme morne du château de Combourg était augmenté par l'humeur taciturne et insociable de mon père. Bien. Au lieu de resserrer sa famille et ses gens autour de lui, il les avait dispersés à toutes les aires de vent de l'édifice. Bien. La chambre à coucher était placée dans la petite tour de l'Est, et son cabinet dans la petite tour de l'Ouest. Très bien. Les meubles de ce cabinet consistaient en 3 chaises de cuir noir et une table couverte de titres et de parchemins. Un arbre généalogique de la famille des Chateaubriand tapissait le manteau de la cheminée, et dans l'embrasure d'une fenêtre, on voyait toutes sortes d'armes, depuis le pistolet jusqu'à l'espingole. L'appartement de ma mère régnait au-dessus de la grande salle, entre les 2 petites tours. Il était parqueté et orné de glaces de Venise à facettes. Ma sœur habitait un cabinet dépendant de l'appartement de ma mère. Alors voyez-vous, il y a quelque chose de légèrement monotone dans l'énumération, là. Oui. L'appartement de ma mère régnait au-dessus de la grande salle entre les 2 petites tours. Il était parqueté et orné de glaces de Venise à facettes. Ne laissez pas tomber votre De voix. glaces de Venise à facettes. Ma sœur habitait un cabinet dépendant de l'appartement de ma mère. La femme de chambre couchait loin de là dans le corps de logis. Loin de là. La femme de chambre couchait loin de là dans le corps de logis des grandes tours. Moi, J'étais niché. j'étais niché dans une espèce de cellule Une isolée. espèce de cellule isolée. Moi- Voilà, tâchez d'introduire quelques variétés là-dedans. Moi, j'étais niché dans une espèce de cellule isolée. Vous verrez ça quand vous irez à Cambourg, tout ça est Au haut de la intact. tourelle de l'escalier qui communiquait de la cour intérieure aux diverses parties du château. Au bas de cet escalier, le valet de chambre de mon père et le domestique gisaient dans des caveaux voûtés. Et la cuisinière... Alors, pas de sans s'arrêter. Oui, gisaient dans Pas des grave. caveaux Dans voûtés. des caveaux voûtés, et la Oui, cuisinière... au bas de cet escalier, la valet de chambre de mon père et le domestique gisaient dans des caveaux voûtés. Et la cuisinière tenait garnison dans la grosse... Alors, n'est-ce pas, tenez garnison était Oui. comique. Parce Et que la bien avant, cuisinière c'est pas- tenez garnison. tenait garnison dans la grosse Voilà. tour de l'Ouest. Très bien. Mon père se levait à 4 heures du matin. Hiver, Alors, comme voyez-vous, une des raisons pour lesquelles ça crée de la monotonie, ce sont les sens arrêtés, comme je vous ai souvent dit. Gardez des sens suspendus. Oui. D'autant plus que vous avez là des virgules, vous Oui. y êtes parfaitement autorisé. Vous ne trichez même pas. Mon père se levait à 4 heures du matin, hiver comme été. Il venait dans la cour intérieure, appeler et veiller son valet de chambre à l'entrée de l'escalier de la tourelle. On lui apportait un peu de café à 5 heures. Il travaillait ensuite dans son cabinet jusqu'à midi. C'est le premier sens arrêté de la Ouais. phrase. Mon père se levait à 4 heures du matin, hiver comme été. Il venait dans la cour intérieure à... Alors, hiver comme été est important, n'est-ce pas? C'est horrible, ces gens qui se lèvent à 4 heures du matin, vous ne croyez pas? Oui. Oui, enfin, moi, ça me fait frissonner. Mon père se levait à 4 heures du À matin. 4 heures du matin, Mon moi, père je se suis levait assez à 4 heures du matin, Hiver comme été. Hiver comme été. Il venait dans la cour intérieure appeler et veiller son valet de chambre à l'entrée de l'escalier de la tourelle. On lui apportait un peu de café à 5 heures. Il travaillait ensuite dans son cabinet jusqu'à midi. Bien. Ma mère et ma sœur déjeunaient chacune dans leur chambre à 8 heures du matin. Je n'avais aucune heure fixe, ni pour me lever, ni pour déjeuner. Alors, voyez-vous, je crois qu'à côté de ces choses formelles que vous venez d'énoncer, il est assez amusant que pour lui, étant donné que ce qu'il a à dire, c'est qu'il n'avait pas d'horaire, c'est qu'il ne fichait rien. Il faut trouver un autre Oui, ton. oui. Tout ça est très, très léger comme Oui. nuance. Mais il faut les introduire tout de même, n'est-ce pas? Alors, il me semble que vous pouvez faire... Je n'avais aucune heure fixe. Ni pour me lever, ni pour déjeuner. J'étais censé étudier jusqu'à midi et la plupart du temps, je ne faisais rien. Il me semble que vous pouvez introduire ça, n'est-ce pas? Autant je réprouve les lectures qui prennent un ton dramatique, autant je crois que dans cette longue énumération, on peut sans tricher d'une manière parfaitement explicable et on peut l'admettre, introduire ces très très légères nuances-là. Vous ne croyez pas? Ah, absolument. Oui.
Je n'avais aucune heure fixe, Voilà. ni pour me lever, ni pour déjeuner. Il en avait de la chance. J'étais censé étudier jusqu'à midi. La plupart du temps, je ne faisais rien. Voilà, ça y est. À 11h30, on sonnait le dîner que l'on servait à midi. La grande salle était à la fois salle à manger et salle. On dînait et l'on soupait à l'une de ses extrémités du côté de l'est. Après les repas, on se venait placer à l'autre extrémité du côté de l'ouest, devant une énorme cheminée. Voilà. La grande salle était boisée, peinte en gris-blanc, et ornée de vieux portraits depuis le règne de François Ier jusqu'à celui de Louis XIV. Parmi ces portraits, on distinguait ceux de Condé et de Turenne. Un tableau représentant Hector tué par Achille sous les murs de Troie était suspendu au-dessus de la cheminée. Le dîner fait, on restait ensemble jusqu'à 2h. Oui, alors voyez-vous, là, Oui. encore une fois, prenez bien garde à ne pas multiplier les gens s'arrêter. Oui. Parce que le dîner fait, on restait ensemble jusqu'à 2h, alors s'il était Oui. négligé, le point, Le là, point, n'est-ce pas? Le dîner fait, on restait ensemble jusqu'à 2h. Alors s'il était, mon père prenait les divertissements de la pêche, de visiter ses potagers, se promenait dans l'étendue du vol du Chapon. Si l'automne et l'hiver, il partait pour la chasse, ma mère sortirait dans la chapelle où elle passait quelques heures en prière. Alors voyez-vous, ne prenez votre sens arrêté que sur prière. Alors, il paraît que la pendule nous oblige à nous arrêter. Mais enfin, écoutez, je crois, étant donné tout de même la qualité de ce que vous avez fait, et à quel point vous avez bien compris ce que je vous demandais, il serait peut-être abusif de vous faire revenir pour retravailler ça encore. Mais ça, c'est à votre choix. Est-ce que vous avez le sentiment que c'est intéressant pour vous, bon pour vous, de le redire, ou bien voulez-vous que nous réservions cette demi-heure pour travailler quelque chose d'autre? Qu'est-ce que vous préférez? Moi, je trouve que vous avez très très bien compris ce que je voulais. Vous êtes maintenant un comédien qui connaît très bien son métier. Par conséquent, je m'en rapporte à vous. Oui. Ben, je crois que je vais pouvoir le voir. Moi, je crois que vous pouvez le faire maintenant seul. Je crois que vous pouvez le faire seul. Et puisqu'il était entendu que je donnais 2 émissions à chaque comédien, je trouve qu'il serait plus intéressant pour vous que peut-être vous travailliez autre chose, Oui. que vous reveniez pour quelque chose Oui, d'autre. oui. Vous ne croyez Sûrement. pas? Sûrement, oui. Oui. Sûrement. Alors, étant donné que vous travaillez très très bien les choses romantiques, que vous êtes tout à fait doué pour ça, vous avez une belle voix, le souffle et tout ce qu'il faut, voyez donc s'il y a quelque chose dans les post-romantiques qui vous intéresse. Oui, sûrement. Alors, nous retravaillons ça. Voilà, Merci. en tout cas, c'est très bien. Et puis, c'est un beau texte. Très contente de l'avoir entendu. Voilà, merci bien. Merci. La radiodiffusion télévision française vous a présenté une émission de Madame Simone, L'art du comédien, propos et pratique. Aujourd'hui, Gilbert Villon a travaillé La vie à Combourg, extrait des Mémoires d'outre-tombe de Chateaubriand. Mise en onde, Georges Godebert. La radiodiffusion télévision française vous invite à écouter une émission de Madame Simone, L'art du comédien, propos et pratique. Cette nouvelle série est spécialement consacrée à l'étude des poètes et prosateurs de l'époque romantique. Aujourd'hui, Claude Morand travaille Les funérailles d'Atala de Chateaubriand. Mise en onde, Georges Godebert.
aujourd'hui, c'est mademoiselle Claude Morand qui va travailler avec nous un extrait des funérailles d'Atala de Chateaubriand. Elle a choisi ce très beau morceau en prose. C'est une très très bonne idée que vous avez eue là. Bien. Ça va être très intéressant. Alors, vous le savez par cœur, c'est merveilleux. Je vous fais tous mes compliments. Qui est bien, qui est consciencieux. Alors, on vous écoute. Atala était couché sur un gazon de sensitive de montagne. Ses pieds, sa tête, ses épaules et une partie de son sein étaient découverts. On voyait dans ses cheveux une fleur de magnolia fanée. Ses lèvres, comme un bouton de rose cueilli depuis 2 matins, semblaient languir et sourire. Dans ses joues d'une blancheur éclatante, on distinguait quelques veines bleues. Ses beaux yeux étaient fermés, ses pieds modestes étaient joints, et ses mains d'albâtre pressaient sur son cœur un crucifix d'ébène. Le scapulaire de ses vœux était passé à son cou. Elle paraissait enchantée par l'ange de la mélancolie et par le double sommeil de l'innocence et de la tombe. Je n'ai rien vu de plus céleste. Quiconque eût ignoré que cette jeune fille avait joui de la lumière aurait pu la prendre pour la statue de la virginité endormie. La lune prêta son pâle flambeau à cette veillée funèbre. Elle se leva au milieu de la nuit comme une blanche vestale qui vient pleurer sur le cercueil d'une compagne. Bientôt elle répandit dans les bois ce grand secret de mélancolie qu'elle aime à raconter aux vieux chênes et aux rivages antiques des mers. De temps en temps, le religieux plongeait un rameau fleuri dans une eau consacrée, puis secouant la branche humide, il parfumait la nuit des baumes du ciel. Parfois il répétait sur un air antique quelques vers d'un vieux poète nommé Job. Il disait « J'ai passé comme une fleur, j'ai séché comme l'herbe des champs. Pourquoi la lumière a-t-elle été donnée à un misérable et la vie à ceux qui sont dans l'amertume du cœur ?» Ainsi chantait l'ancien des hommes. Sa voix grave et un peu cadencée allait roulant dans le silence des déserts. Le nom de Dieu et du tombeau sortait de tous les échos, de tous les torrents, de toutes les forêts. Les roucoulements de la colombe de Virginie, la chute d'un torrent dans la montagne, les tintements de la cloche qui appelait les voyageurs se mêlaient à ces chants funèbres. Et l'on croyait entendre dans les bocages de la mort le cœur lointain des décédés qui répondait à la voix du solitaire. Cependant une barre d'or se forma dans l'Orient. Les éperviers criaient sur les rochers et les martres rentraient dans le creux des ormes. C'était le signal du convoi d'Atala. Je chargeais le corps sur mes épaules. L'ermite marchait devant moi, une bêche à la main. Nous commençâmes à descendre de rochers en rochers. La vieillesse et la mort ralentissaient également nos pas. À la vue du chien qui nous avait trouvés dans la forêt et qui maintenant, bondissant de joie, nous traçait une autre route, je me mis à fondre en larmes. Souvent la longue chevelure d'Atala jouait des brises matinales et tendait son voile d'or sur mes yeux. Souvent, pliant sous le fardeau, j'étais obligé de le déposer sur la mousse et de m'asseoir auprès pour reprendre des forces. Enfin, nous arrivâmes au lieu marqué par ma douleur. Nous descendîmes sous l'arche du pont. Oh, mon fils, il eût fallu voir un jeune sauvage et un vieil ermite
à genoux l'un vis-à-vis de l'autre dans un désert, creusant avec leurs mains un tombeau pour une pauvre fille dont le corps était étendu près de là, dans la ravine desséchée d'un torrent. Quand notre ouvrage fut achevé, nous transportâmes la beauté dans son lit d'argile. Prenant alors un peu de poussière dans ma main et gardant un silence effroyable, j'attachai pour la dernière fois mes yeux sur le visage d'Atala. Ensuite, je répandis la terre du sommeil sur un front de 18 printemps. Je vis graduellement disparaître les traits de ma sœur et ses grâces se cacher sous le rideau de l'éternité. C'est beau, hein? Ah, mon Dieu, c'est beau. C'est bien. C'est-à-dire, encore une fois, je vais vous dire, comme j'ai dit la semaine dernière au jeune homme qui travaillait à la maison du berger, c'est très valable, tel que vous l'avez fait. Et pourtant, ce n'est pas tout à fait ce qu'il faut. Seulement, encore une fois, comme vous avez fait ça avec beaucoup de recueillement, beaucoup de justesse, c'est valable tel que c'est. Mais ça n'est pas tout à fait ce qu'il faut. Alors, je vais demander à un de nos camarades qui est ici, qui a beaucoup travaillé avec moi, de bien vouloir faire la critique. Oui, vous. Dites-moi votre nom parce que j'oublie tous les noms. Gilbert Villon. Oui. Bon, vous l'avez entendu très souvent, les auditeurs fidèles. Il a travaillé avec Marie Blas, il a travaillé à la Nuit d'Octobre, il est un excellent diseur de vers et de prose, un très bon comédien. Et je voudrais qu'il fasse la critique de ce que nous venons d'entendre. Ça m'intéresse beaucoup. Eh bien, je pense, comme vous, que c'est un morceau admirable et qu'il est dit avec beaucoup de justesse, de recueillement. À mon avis, je crois que ça manque d'abord d'accent parlé. Voilà, très juste. Qui permettrait de briser un petit peu cette phrase admirable de Chateaubriand, mais qui est un petit peu, dans l'interprétation de cette jeune fille, toujours semblable. Oui. Ça permettrait de créer des rythmes différents. Oui. Et ça permettrait aussi, paradoxalement, que ça puisse paraître, parce que, à mon avis, elle est un petit peu trop près de la chose. Elle manque un petit peu de recul. De distance. De distance. Oui. Et ça permettrait de voir la chose de plus loin. Oui. Et ça serait intéressant. C'est en effet un récit, le récit d'une chose lointaine. Lointaine. Oui, dans le temps. C'est un récit qui est fait de seconde main, si on peut dire, n'est-ce pas? C'est Calcas qui le répète à René, et c'est René qui le traduit. Elle a tendance à laisser un petit peu tous ses sens finir de la même façon. Oui. Et ça crée une impression de monotonie. Ceci dit, oui. Elle a une très très belle voix. Elle dit la chose avec beaucoup de recueillement, beaucoup d'émotion, beaucoup de justesse aussi. Oui. Mais à l'intérieur de cette justesse, on pourrait introduire une plus grande variété de... Certainement. Et je crois grâce à ces accents parlés qui sont là. Exactement. Oui, c'est toujours là qu'est le secret. Et non seulement ça, mais c'est très intéressant que nous travaillions d'une façon assez suivie des textes romantiques, parce que d'autant plus que nous ne travaillons que des chefs-d'œuvre, là, nous passons d'une beauté à une autre beauté. Et alors, quand l'interprète n'est pas bercé par sa propre voix, comme ça a été le cas la semaine dernière, il est bercé par le rythme. Oui. Et c'est contre ces deux tendances qu'il faut absolument se défendre. Parce qu'en effet, vous avez dit ça avec beaucoup d'émotion, mais c'était monotone. Il faut faire très très attention à ça. Oui. Et alors, vous pouvez vous-même, étant donné l'intelligence que vous avez du texte, choisir les moments, les endroits, je dirais presque les mots, qui sont en effet les mots qui nécessitent une intonation parlée. Mais j'ai travaillé plusieurs interprétations de ce morceau. Oui. J'avais 3 interprétations oui. qui me semblaient valables, les 3, oui. et le choix a été très pénible. Ah, qu'est-ce que vous aviez cherché d'autre? Il y avait quelque chose de beaucoup plus détaché. Oui. Il y avait une interprétation assez raisonnable. Oui. Il y en avait une très lyrique. Oui, non, sûrement pas. Et j'ai essayé de faire un cocktail et... Voilà un mot d'époque, qui étonnerait bien Chateaubriand. Et alors, j'étais arrivée à une interprétation avec des phrases parlées. Oui.
Oui. Et puis... Vous en avez eu peur? Oui, j'en ai eu peur. Je me suis Oui. dit peut-être que si je pouvais le dire d'un trait, c'est d'un seul sentiment, enfin une sorte de continuité dans la voyez-vous, pensée je ne et crois dans pas. la forme. Évidemment, au moment où ce vous commencez le morceau, là, nous ne prenons pas la précaution de dire à nos auditeurs qui doivent le savoir qu'en effet, et c'est une chose, je ne peux pas dire de seconde main, mais malgré tout, c'est le récit d'un récit, si on peut dire. Oui, c'est ça. N'est-ce pas? Ça lui a été dit, et il le redit. Ce que vous dit votre camarade est très vrai. Il faut introduire une certaine distance. Oui. Je vous dirais que dans un autre point de vue, c'est un peu ce que je dis toujours pour le songe d'Athalie, où on raconte ça comme un accident de tramway auquel on a assisté le matin. Eh bien non, il faut la distance du songe, il faut le mystère du songe. Et ici, il faut la distance du récit. Notez que vous avez très très bien fait, en sens que vous n'avez pas du tout traduit ça comme un événement dramatique auquel on assiste et dont vous donnez les détails. Mais alors, vous vous êtes laissé, comment dirais-je, on ne dirait pas endormir, mais charmer, plutôt c'est le mot, par la perfection de la phrase. Par le balancement de la Par phrase. le balancement de la phrase. Qui là est très beau, très sensible, et c'est presque comme un poème. Mais justement, il faut arriver, comme vous le feriez dans un poème d'ailleurs, à varier les moments où vous laissez aller à la musique de la phrase et les moments au contraire où vous introduisez des accents parlés pour varier. Et puis alors, vous avez gardé le même rythme. Et alors ça, il faut faire très très attention. Votre camarade vous le dira, il fait oui, oui, de la tête, il l'a très bien senti. Il faut varier les rythmes, c'est très important. Parce qu'il faut que vous ménagiez, il faut que vous fassiez là une opération d'économie de manière à garder en réserve pour toute la fin. L'émotion. Toute la fin, et non seulement l'émotion, mais une émotion qui doit être très tempérée par le fait, encore une fois, que c'est un récit. Oui. Alors, il faut que vous gardiez tout de même en réserve un certain ton, une certaine voix, une certaine intonation, un certain balancement de la phrase pour l'extrême fin, qui est d'ailleurs tellement belle, la terre du sommeil, tout ça c'est admirable, son front de 18 ans, tout ça est merveilleux. Il faut faire une opération d'économie là. Vous allez le redire. Et en le redisant, vous allez chercher vous-même les moments où vous pouvez introduire ces accents parlés, choisir les mots, si nous allons voir ça ensemble, et je suis sûre que vous le trouverez, les mots et les moments et les attaques où vous pouvez là introduire un accent parlé de façon à rompre la monotonie. Alors, voulez-vous reprendre? Et je crois qu'il faut l'attaquer d'une façon un petit peu plus vive. N'est-ce pas? Atala était couché sur un gazon de sensitif de montagne. Ses pieds, sa tête, ses épaules et une partie de son sein étaient découverts. On voyait dans ses cheveux une fleur de magnolia fanée. Vous avez dit une fleur de magnolia fanée. Oui. N'est-ce pas? Une fleur de magnolia fanée. Ses lèvres, comme un bouton de rose cueilli depuis 2 matins, semblaient languir et sourire. Alors, par le fait même que vous allez parler, vous allez pouvoir introduire des nuances dans le mot que vous choisirez. Il est évident que languir et sourire, notez que moi je le fais là, je n'ai pas travaillé le morceau, mais au moment même où je le dis, il me semble que ceci est possible. Et vous qui l'avez travaillé, vous allez trouver les endroits où vous pouvez en effet, sur chaque mot, introduire une nuance. Et c'est très nécessaire, parce que si le mot est pris entièrement dans la musique de la phrase, alors nous arrivons à quelque chose qui est monotone. Et encore une fois, vous faites tort, comme je dis toujours, à l'auteur, parce que quand nous sommes assis dans notre fauteuil et que nous lisons ce merveilleux texte, eh bien, toutes ces nuances-là que je vous demande, nous les sentons en lisant. La lecture n'est pas monotone. La lecture de ce morceau ne serait pas monotone. Elle ne serait pas berceuse. Alors, il faut que vous retrouviez ça. Alors, courage. Allons-y. Atala était couché sur un gazon de sensitive de montagne. Non, vous voyez, vous faites un accent fermé. Là, je suis une maniaque avec ça. Je vous assure que c'est très important. Atala était couché sur un gazon de sensitive de montagne. Voilà. Ses pieds, sa tête, ses épaules et Un petit peu moins vite. Ses pieds, sa tête, ses épaules et une partie de son sein étaient découverts. Voilà. Alors, vous allez dire que je vous chicane. Mais là, vous en parlez comme de choses vivantes. Faites bien attention. C'est une nuance, mais vous dites ses pieds, sa tête, ses épaules. Ses pieds, sa tête, ses épaules. Elle est morte, mais... Atala était couché sur un gazon de sensitive de montagne. Ses pieds, sa tête, ses épaules et une partie de son sein étaient découverts. On voyait dans ses cheveux une fleur de magnolia fanée. Bien.
Ses lèvres, comme un bouton de rose cueilli depuis 2 matins, semblaient languir et sourire. Voilà. Alors, je voudrais que vous trouviez quelque chose pour languir et sourire. Semblait languir et sourire. C'est extraordinaire. Voilà l'intonation, à mon avis. Ses lèvres, comme un bouton de rose cueilli depuis 2 matins, semblaient languir et sourire. Voilà. Dans ses joues d'une Alors, blancheur... voyez-vous là, vous avez fait sourire, vous avez très bien fait. Vous avez fait une chose qui est prolongée, languir et sourire. Dans ses joues, alors voyez-vous, je relève le rythme et le ton, surtout le ton plus que le rythme. Dans ses joues, d'une blancheur éclatante, on distinguait quelques veines bleues. Ses beaux yeux étaient fermés, ses pieds modestes étaient joints, et ses mains d'albâtre pressaient sur son cœur un crucifix d'ébène. Le scapulaire de ses vœux était passé à son cou. Elle paraissait enchantée par l'ange de la mélancolie et par le double sommeil de l'innocence et de la tombe. Et ça vous plaît? Bon, Oui. eh bien faites-le. Mais faites-le non pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Ses lèvres, comme un bouton de rose cueilli depuis 2 matins, semblaient languir et sourire. Dans ses joues d'une blancheur éclatante, Bien. on distinguait quelques veines bleues. Non, quelques veines bleues. Ouais. Oui. Dans ses joues d'une blancheur éclatante, on distinguait quelques veines bleues. Ses beaux yeux étaient fermés, ses pieds modestes étaient joints. Non, ils sont morts, voyez-vous. Vous en parlez comme Dieu vivant. Ses beaux yeux étaient fermés, ses pieds modestes étaient joints, et ses mains d'albâtre pressaient sur son cœur un crucifix d'ébène. Alors c'est la mélancolie qui est répandue sur tout le morceau. Mais encore une fois, il ne faut pas que cette mélancolie vous prive d'introduire des accents parlés. C'est la difficulté. Dans ses joues d'une blancheur éclatante, on distinguait quelques veines bleues. Bien, Ses beaux yeux étaient fermés, ses Bien. pieds modestes étaient joints, bien. et ses mains d'albâtre pressaient sur son cœur un crucifix d'ébène. Le scapulaire de ses vœux était passé à son cou. Non, ne vous occupez pas du point qui est mis de la ponctuation et gardez-moi vos intonations ouvertes. Ses beaux yeux étaient fermés, ses pieds modestes étaient joints, et ses mains d'albâtre pressaient sur son cœur un crucifix d'ébène. Le scapulaire de ses vœux était passé à son cou. Elle paraissait Alors là, voyez-vous, elle enchantée. paraissait enchantée. Là, vous pouvez relever le ton encore une fois. Sans cesse, il faut relever le ton. C'est un des secrets du morceau pour ne pas y introduire de monotonie. Non seulement l'accent parlé à l'intérieur, mais relever le ton. Ses beaux yeux étaient fermés, ses pieds modestes étaient joints, et ses mains d'albâtre pressaient sur son cœur un crucifix d'ébène. Le scapulaire de ses vœux était passé à son cou. Elle paraissait enchantée par l'ange Non, de la alors là, mélancolie. voyez-vous, je ferai la liaison. Enchanté, c'est très difficile. Parce que enchanté veut dire à la fois dans notre langage quotidien être très content. Oui, mais Ah, là, c'est tout à fait un autre tout, sens. bien sûr. Et alors, il faut, par la manière dont vous direz le mot, étant donné que le mot maintenant est ambigu, qu'il a pris un double et un triple sens, il faut que, par la manière dont vous le direz, il reprenne son premier sens, le sens qu'il a dans le morceau. Elle paraissait enchantée par l'ange de la mélancolie. Elle paraissait enchantée par l'ange de la mélancolie et par le double sommeil de l'innocence et de la tombe. Alors, voyez-vous, à l'intérieur de la phrase, là, je veux un accent parlé. Elle paraissait enchantée par l'ange de la mélancolie et par le double sommeil. Et alors là, comme vous ne pouvez pas, étant donné qu'il est question d'une morte et de la tombe, il y a évidemment des accents que vous ne pouvez pas apprendre, mais vous pouvez, par l'accentuation et tout de même par le fait que vous allez légèrement isoler le mot, introduire tout de même un accent parlé. Ça donnera, et par le double sommeil de l'innocence et de la tombe. Alors, par le fait que vous isolez le mot, que vous prenez un très très léger temps, le temps d'une respiration, et que vous attaquez votre consonne, il n'y a pas de monotonie dans la phrase. Voulez-vous la prendre tout entière, la phrase, en faisant ça?
Elle paraissait enchantée par l'ange de la mélancolie Bien. et par le double sommeil de l'innocence et de la tombe. Voilà, ça y est, c'est très bien. Eh bien, toujours la pendule, nous sommes obligés de nous arrêter. Alors, voyez-vous ce que je vous demande de faire. Vous allez travailler maintenant. Vous avez vu le secret. Vous avez vu ce qu'il faut pour corriger ce que vous avez fait. Vous allez le travailler. Ou bien, est-ce que vous voulez ne pas le travailler avec moi la semaine prochaine? Qu'est-ce que vous aimez mieux? Je préfère le travailler parce que de toute façon, ça ne sera pas parfait. Et je préfère que vous me donniez les C'est indications ça. Eh bien, sur moi, je un pense travail. aussi. Et alors, vous allez voir, vraiment, alors là, je suis convaincue que quand vous allez voir au montage, votre première lecture, votre première récitation, puisque comme une personne très consciencieuse, vous savez la chose par cœur, quand vous allez comparer votre première récitation à la deuxième récitation, vous allez prendre une leçon extraordinaire. Vous allez voir là ce que vous avez gagné par la variété du rythme, par la variété du ton, par le fait de relever le ton, par le fait de l'introduction de l'accent parlé à l'intérieur de la phrase, et par le fait aussi qu'en attaquant vos consonnes, en isolant le mot, vous avez la possibilité dans une phrase qui est une phrase de profonde mélancolie, d'introduire tout de même quelque chose de véridique, tout en parlant d'une chose qui est une gravité. Gravité mortelle, puisqu'il s'agit en effet de l'ensevelissement de cette jeune fille. Vous avez très bien travaillé, je vous remercie beaucoup. Merci, madame. La radiodiffusion télévision française vous a présenté une émission de Madame Simone, L'art du comédien, propos et pratiques. Aujourd'hui, Claude Morand a travaillé les funérailles d'Atala de Chateaubriand. Mise en onde, Georges Godbert. Nous sommes heureux de rappeler aux auditeurs et aux jeunes comédiens qui s'intéressent à l'émission de Madame Simone et qui désireraient assister aux séances de travail de l'art du comédien que ces séances ont lieu chaque jeudi à 13h45 au Club d'essai 37 rue de l'Université, métro Bac ou Solferino. Tous renseignements concernant les conditions d'admission sont communiqués. La radiodiffusion télévision française vous invite à écouter une émission de Madame Simone, L'art du comédien, propos et pratiques. Cette nouvelle série est spécialement consacrée à l'étude des poètes et prosateurs de l'époque romantique. Aujourd'hui, Claude Morand travaille Les funérailles d'Atala de Chateaubriand. Mise en onde, Georges Godbert. Nous travaillons aujourd'hui les funérailles d'Atala que nous avions commencé à travailler la semaine dernière. C'est mademoiselle Claude Morand, comme vous le savez, qui va nous lire les funérailles d'Atala. Alors, vous vous rappelez où nous en étions restés, n'est-ce pas? Oui, madame. Est-ce que je reprends le début ou est-ce que je commence au deuxième paragraphe? La lune prêta son pas. Eh bien, écoutez, moi je crois qu'il serait plus sage que nous prenions au deuxième paragraphe, parce que comme vous êtes très près de le dire très bien, je crois que j'aurai peu de choses à vous dire maintenant, de manière à ce que vous puissiez dire tout le morceau pour que les auditeurs entendent dans sa suite cette prose qui est si belle. Bien, madame. Voulez-vous, alors nous allons prendre à la lune prête à son pâle flambeau. La lune prêta son pâle flambeau à cette veillée funèbre. Elle se leva au milieu de la nuit comme une blanche vestale qui vient pleurer sur le cercueil d'une compagne.
Bientôt elle répandit dans les bois ce grand secret de mélancolie qu'elle aime à raconter aux vieux chênes et aux rivages antiques des mers. De temps en temps, le religieux plongeait un rameau fleuri dans une eau consacrée, puis secouant la branche humide, il parfumait la nuit des baumes du ciel. Parfois il répétait sur un air antique quelques vers d'un vieux poète nommé Job. Il disait « J'ai passé comme une fleur, j'ai séché comme l'herbe des champs. Pourquoi la lumière a-t-elle été donnée à un malheureux et la vie à ceux qui sont dans l'amertume du cœur ?» Ainsi chantait l'ancien des hommes. Sa voix grave et un peu cadencée allait roulant dans le silence des déserts. Le nom de Dieu et du tombeau sortait de tous les échos, de tous les torrents, de toutes les forêts. Les roucoulements de la colombe de Virginie, la chute d'un torrent dans la montagne, les tintements de la cloche qui appelait les voyageurs se mêlaient à ces chants funèbres. Et l'on croyait entendre dans les bocages de la mort le cœur lointain des décédés qui répondait à la voix du solitaire. Cependant, une barre d'or se forma dans l'Orient. Les éperviers criaient sur les rochers et les martres rentraient dans le creux des ormes. C'était le signal du convoi d'Atala. Alors nous allons nous arrêter là une seconde, parce que comme il y a encore un morceau à dire, je voudrais tout de suite vous faire une observation qui est très simple, parce que comme votre ton est un ton tout de même qui à l'intérieur est juste, comme votre sensibilité est juste, ce que je vais vous dire va vous servir tout de suite, et vous allez pouvoir continuer sans que j'ai d'observation à vous faire probablement. Voilà, n'est-ce pas, dans le début que nous avons vu la dernière fois, il y a le portrait d'Atala. Ce portrait d'Atala, en effet, suppose le ton que vous avez. À partir du moment où vous arrivez au paysage, il faut absolument varier le ton. Et là, je crois qu'il faut adopter un ton plus parlé. N'est-ce pas? Le ton que vous avez là est un ton, malgré tout, semi-lyrique. Oui. Je crois qu'il est bon que vous l'ayez pour le portrait d'Atala morte. Mais je crois qu'à partir du moment où vous dites la lune, je crois que là, il faut varier absolument, parce que sans ça, nous tombons dans la monotonie et dans un rythme constant. Et je crois que, étant donné ce qu'est le paysage, il y a les moments, en effet, par exemple, les versets de Job, quand il fait allusion à cette réponse funèbre qu'on entend. Là, je crois qu'il est bon que vous retrouviez ce ton, mais toujours en accélérant le mouvement, tout de même avec un fond plus parlé. Ça vous donnera la lune prêtait son pâle flambeau à cette veillée funèbre. Elle se leva au milieu de la nuit, comme une blanche vestale qui vient pleurer, quelque chose de plus parlé. Ça vous donnera de la variété, ça vous permettra de reprendre à un moment donné, à la fin du morceau, le ton que vous avez adopté au début, et tout de même, nous ne tomberons pas dans la monotonie. Voulez-vous reprendre? Cependant, une barre d'or se forma dans l'Orient. Les éperviers criaient sur les rochers, et les martres rentraient dans le creux des ormes. C'était le signal du convoi d'Atala. Je chargeai le corps sur mes épaules, l'ermite marchait devant moi, une bêche à la main. Nous commençâmes à descendre de rocher en rocher, la vieillesse et la mort ralentissaient également le pas. Mais quelque chose de plus varié dans les rythmes. La sensibilité doit toujours être la même et elle est tout à fait juste. Mais vous devez malgré tout, suivant le détail de ce que vous avez à dire, suivant que c'est ou le portrait d'Atala, ou le rappel de sa mort, suivant que c'est le paysage, tout de même varier les rythmes et introduire quelque chose de plus parlé. Cependant, une barre d'or se forma dans l'Orient. Voilà. Les éperviers criaient sur les rochers Voilà. et les martres rentraient dans le creux des ormes. Voilà, C'était le signal du convoi d'Atala. voilà. Je chargeais le corps sur mes épaules, l'ermite marchait devant moi, une bêche à la main. Voilà. Nous commençâmes à descendre de rochers en rochers, la vieillesse et la mort ralentissaient également nos pas. Voilà. À la vue du chien qui nous avait trouvés dans la forêt et qui maintenant, bondissant de joie, nous traçait Voilà. une autre route, je me mis à fondre en larmes. Voilà. Souvent, la longue chevelure d'Atala jouait des brises matinales, étendait son voile d'or sur mes yeux.
Souvent, pliant sous le fardeau, j'étais obligée de le déposer sur la mousse et de m'asseoir auprès pour reprendre des forces. Voilà, c'est bien. Enfin, nous arrivâmes au lieu marqué par ma douleur. Nous descendîmes sous l'arche du pont. Ô mon fils, il eût fallu voir un jeune sauvage et un vieil ermite, à genoux l'un vis-à-vis de l'autre dans un désert, creusant avec leurs mains un tombeau pour une pauvre fille, dont le corps était étendu près de là, dans la ravine desséchée d'un torrent. C'est bien. Quand notre ouvrage fut achevé, nous transportâmes la beauté dans son lit d'argile. Hélas, j'avais espéré de préparer une autre couche pour elle. Prenant alors un peu de poussière dans ma main et gardant un silence effroyable, j'attachai pour la dernière fois mes yeux sur le visage d'Atala. Ensuite, je répandis la terre du sommeil sur un front de 18 printemps. Je vis graduellement disparaître les traits de ma sœur et ses grâces se cacher sous le rideau de l'éternité. C'est très bien, c'est très bien. Alors, vous avez bien vu ce que je vous ai demandé là? Ce que je vous ai demandé là et que vous avez fait immédiatement, ce dont j'étais certaine, il faut que vous le fassiez depuis la Lune. Voilà. Alors maintenant, étant donné que nous avons bien travaillé le commencement, que vous n'avez certainement pas oublié, je voudrais que vous disiez le morceau tout entier. Bien. Pour que nos auditeurs l'entendent, il est tellement bon. Atala était couché sur un gazon de sensitive de montagne. Ses pieds, sa tête, ses épaules et une partie de son sein étaient découverts. On voyait dans ses cheveux une fleur de magnolia fanée. Ses lèvres, comme un bouton de rose cueilli depuis 2 matins, semblaient languir et sourire. Très bien. Dans ses joues d'une blancheur éclatante, on distinguait quelques veines bleues. Ses beaux yeux étaient fermés, ses pieds modestes étaient joints, et ses mains d'albâtre pressaient sur son cœur un crucifix d'ébène. Le scapulaire de ses vœux était passé à son cou. Elle paraissait enchantée par l'ange de la mélancolie et par le double sommeil de l'innocence et de la tombe. Je n'ai rien vu de plus céleste. Très bien. Quiconque eût ignoré que cette jeune fille avait joui de la lumière aurait pu la prendre pour la statue de la virginité endormie. La lune prêta son pâle flambeau à cette veillée funèbre. Elle se leva au milieu de la nuit comme une blanche vestale qui vient pleurer sur le cercueil d'une compagne. Bientôt elle répandit dans les bois ce grand secret de mélancolie qu'elle aime à raconter aux vieux chênes et aux rivages antiques des mers. De temps en temps, le religieux plongeait un rameau fleuri dans une eau consacrée, puis secouant la branche humide, il parfumait la nuit des baumes du ciel. Parfois il répétait sur un air antique quelques vers d'un vieux poète nommé Job. Il disait: j'ai passé comme une fleur, j'ai séché comme l'herbe des champs. Pourquoi la lumière a-t-elle été donnée à un malheureux et la vie à ceux qui sont dans l'amertume du cœur? Ainsi chantait l'ancien des hommes. Bien. Sa voix grave et un peu cadencée allait roulant dans le silence des déserts. Le nom de Dieu et du tombeau sortait de tous les échos, de tous les torrents, de toutes les forêts. Les roucoulements de la colombe de Virginie, la chute d'un torrent dans la montagne, les tintements de la cloche qui appelait les voyageurs se mêlaient à ces chants funèbres. Et l'on croyait entendre dans les bocages de la mort le cœur lointain des décédés qui répondait à la voix du solitaire. Cependant, une barre d'or se forma dans l'Orient.
Les éperviers criaient sur les rochers et les martres rentraient dans le creux des ormes. C'était le signal du convoi d'Atala. Je chargeais le corps sur mes épaules. L'ermite marchait devant moi, une bêche à la main. Nous commençâmes à descendre de rochers en rochers. La vieillesse et la mort ralentissaient également nos pas. À la vue du chien qui nous avait trouvés dans la forêt et qui maintenant, bondissant de joie, nous traçait une autre route, je me mis à fondre en larmes. Souvent la longue chevelure d'Atala jouait des brises matinales, étendait son voile d'or sur mes yeux. Souvent, pliant sous le fardeau, j'étais obligé de le déposer sur la mousse et de m'asseoir auprès pour reprendre des forces. Enfin, nous arrivâmes au lieu marqué par ma douleur. Nous descendîmes sous l'arche du pont. Ô mon fils, il eût fallu voir un jeune sauvage et un vieil ermite à genoux, l'un vis-à-vis de l'autre dans un désert, creusant avec leurs mains un tombeau pour une pauvre fille dont le corps était étendu près de là, dans la ravine desséchée d'un torrent. Quand notre ouvrage fut achevé, nous transportâmes la beauté dans son lit d'argile. Hélas, j'avais espéré de préparer une autre couche pour elle. Prenant alors un peu de poussière dans ma main et gardant un silence effroyable, j'attachai pour la dernière fois mes yeux sur le visage d'Atala. Ensuite, je répandis la terre du sommeil sur un front de 18 printemps. Je vis graduellement disparaître les traits de ma sœur et ses grâces se cacher sous le rideau de l'éternité. Eh bien, c'est très bien. C'est presque parfait. C'est presque parfait. Il faut bien que vous cherchiez une petite chicane. Quand vous citez les versets de Job, il faut que ça se détache d'une façon plus nette. Le ton est un peu le même. Il ne faut pas. Il faut que ce soit tout de même un peu différent de ton. Parce que là, il y a tout de même une citation, et une citation qui est très particulière, qui sont les versets de la Bible tout de même, n'est-ce pas? Alors vous dites, parfois il répétait sur un air antique quelques vers d'un vieux poète nommé Job. Il disait « J'ai passé comme une fleur, j'ai séché comme l'herbe des champs. Pourquoi la lumière a-t-elle été donnée à un misérable et la vie à ceux qui sont dans l'amertume du cœur ?» Ainsi chantait l'ancêtre des hommes. Et vous reprenez, n'est-ce pas, le détacher davantage quand vous allez travailler pour vous. Il y a une autre chose que je voulais vous dire. Ah oui. Quand vous arrivez à le roucoulement de la colombe de Virginie, la chute d'un torrent dans la montagne, les tintements de la cloche qui appelait les voyageurs se mêlaient à ces chants funèbres. C'est très bien. Et l'on croyait entendre dans les bocages de la mort le cœur lointain des décédés qui répondaient à la voix du solitaire. C'est bien. Là, il faut tout de même un peu accélérer le mouvement. Ce qui manque, voyez-vous, c'est la variété des rythmes dans ce que vous faites. Le ton est très juste. C'est la variété des rythmes. Vous allez leur travailler pour vous parce que ça vous sera très utile. Madame. Et cherchez tout de même là, par exemple, n'est-ce pas, des rythmes plus variés. Il faut par moment savoir, même d'une façon tout à fait passagère, accélérer votre rythme. Après, vous pouvez reprendre un rythme plus large. Mais il faut tout de même que vous introduisiez ces changements. Même comme ça, où vous avez bien tenu compte de ce que vous avez dit, il y a tout de même un peu d'uniformité, je dirais. Oui. Je ne dirais pas de monotonie, parce que ce que vous faites est bon, mais d'uniformité. Et il ne faut pas. Il faut tout de même introduire une variété de rythme. Non pas de ton, votre ton est très bon, mais de rythme. Mais attendez, ça, je le comprends très bien et je le sens, mais je ne sais pas l'exécuter. Ah, mais écoutez, je crois que ça tient à une chose, c'est que vous dites une chose très belle. Quand on dit une chose très belle, on est toujours entraîné par la beauté de ce qu'on dit. Et j'ai remarqué, par exemple, une chose tout à fait singulière, et je vais vous parler d'une femme qui était une femme de génie, et bien malgré tout, Madame Sarah Bernard disait mieux les mauvais vers que les bons. C'est une chose qui m'avait énormément frappée.
Je ne voudrais pas avoir l'air de dire quelque chose de déplaisant pour M. Zamacoïs, qui n'est plus, qui était un homme charmant. Mais quand elle disait un poème qui était extrait de je ne sais quelle pièce de Zamacoïs, qui était voilà, une enfant de 16 ans qui filait de la laine, je me rappelle lui avoir entendu dire ça à une matinée poétique où j'avais été conviée moi-même. C'était miraculeux, miraculeux d'invention. Évidemment, parce que c'est une matière qu'on manie on est plus à l'aise tout de même, on n'est pas entraîné, on n'est plus parfaitement le virtuose. Tandis que quand on dit des textes sublimes comme celui-là, on est malgré tout entraîné. On est prisonnier de la beauté. Vous savez que Garrick, en parlant des tragédies de Racine, disait toujours « Moi, j'ai l'impression que les vers sont autant de serpents qui sont noués autour du corps de l'acteur pour l'empêcher d'être libre. Oui. » Eh bien, il y a un peu de vrai. Je crois en effet qu'on est certainement beaucoup plus prisonnier d'un très très beau texte qu'on l'est d'un texte moyen. Vous allez voir ça dans un mois, quand vous allez le reprendre pour vous, laissez-le dormir. Quand vous serez habitué à la beauté du texte, vous verrez que vous serez beaucoup plus à l'aise. Et alors là, vous trouverez cette variété que je vous demande, tandis qu'à l'heure qu'il est, vous êtes malgré tout envoûté par ce texte, et c'est tout naturel étant donné sa beauté, et vous n'avez pas vis-à-vis de lui la liberté que vous auriez avec un texte plus ordinaire. Oui, certainement. Alors il y a autre chose que je voulais vous dire aussi. Oui, c'est aussi une chose de rythme. Là, à la fin. Oh mon fils, il lui fallut voir un jeune sauvage et un vieil ermitage. Là aussi, ça traîne un peu, c'est un peu monotone. Et puis alors, comme la dernière phrase est tellement belle ensuite, je répandis la terre du sommeil. Avant ça, il faut un peu accélérer aussi. C'est-à-dire, dans le passage, quand notre ouvrage fut achevé, nous transportâmes la beauté dans son lit d'argile, hélas. J'avais espéré de préparer une autre couche pour elle. Prenant alors un peu de poussière dans ma main et gardant un silence effroyable, j'attachai pour la dernière fois mes yeux sur le visage d'Atala. Ensuite, je répandis la terre du sommeil sur un front de 18 printemps. Alors voyez-vous, c'est presque imperceptible ce que j'ai fait comme changement de rythme, mais malgré tout ça existe. C'est toujours la même chose, une fois que vous avez relevé le ton, vous êtes beaucoup plus à votre aise pour le baisser ensuite si vous en avez envie. Tandis que si vous attaquez sur un ton déjà bas, vous êtes prisonnier, vous ne pouvez plus descendre plus bas. Il y a une autre chose que je voulais vous dire qui est importante, c'est le mot « enchanté ». Elle semblait, voyons que je retrouve ça, enchantée. Vous voyez la phrase? Oui, elle paraissait enchantée par l'ange de la mélancolie et par le double sommeil. Ah voilà. Alors vous avez dit, elle paraissait enchantée. Et alors, je crois que si vous séparez le mot « enchantée » de « elle paraissait », on a l'impression que c'est enchantée d'être très contente. Ah, je l'ai fait exprès pour... je me suis trompée. C'était pour donner justement oui, le vrai sens très bien au mot enchanté. Moi, il me semble que ce que vous devez faire, c'est une modulation sur le mot à l'intérieur de la phrase. C'est-à-dire, non pas elle paraissait enchantée, n'est-ce pas? Mais elle paraissait enchantée par l'ange. Il me semble que c'est à l'intérieur du mot qu'il faut faire la variation, plutôt que de le détacher. Est-ce que vous avez l'impression, quand je vous le fais, que ça fait mieux que ce que vous faites? Oui, eh bien, écoutez, alors faites-le comme ça. Mais sinon, c'est très, très bien, c'est très bien. Alors, ce que je vous demande, ce que je vous conseille, vous allez laisser dormir pendant un mois. Et puis, vous allez voir, parce que ça va vous habituer et vous apprendre à constater combien, en effet, on est prisonnière d'un très, très beau texte. C'est une des raisons pour lesquelles les tragédies raciniennes sont tellement difficiles à jouer. C'est que malgré tout, et les très beaux poèmes, on est pris par la musique du vers, on est pris par l'émotion, et on n'est plus soi-même. Tandis qu'évidemment, notre devoir, c'est de nous détacher, c'est affreux à dire, mais tout de même, c'est, comme je dis, c'est d'être à la fois le magnétiseur et le sujet. Il faut se détacher tout de même de ce qu'on dit, même de ce qu'on a à sentir. Il faut se commander de le sentir, mais il faut se le commander. Il ne faut pas que ça vous soit imposé par le texte. Voilà. Merci, madame. C'est très bien. La radiodiffusion télévision française vous a présenté une émission de Madame Simone, L'art du comédien, propos et pratiques. Aujourd'hui, Claude Morand a travaillé les funérailles d'Atala de Chateaubriand. Mise en onde, Georges Godebert.
Nous sommes heureux de rappeler aux auditeurs et aux jeunes comédiens qui s'intéressent à l'émission de Madame Simone et qui désireraient assister aux séances de travail de l'art du comédien que ces séances ont lieu chaque jeudi à 13h45 au Club d'essai 37 rue de l'Université, métro Bac ou Solferino. Tous renseignements concernant les conditions d'admission sont communiqués sur